Drôle de personnage. Drôle d'attitude. Drôle d'allure. Drôle de position. Drôle de tête. Drôle de situation. Il y a dans la savane beaucoup d'animaux et de comportements étranges. Des vervets manchots, des lions qui grimpent aux arbres, des bestioles aux vies incroyables et quelques individus qui, tant pis pour les habitudes de leur espèce, n'en font qu'à leur tête. Difficile de savoir ce que les crocodiles ont dans la tête. Alors, autant éviter les risques. Totalement immobile, il est complètement imprévisible. La spatule ne risque pas grand-chose. Les grands sauriens s'attaquent rarement aux oiseaux. En revanche, celui-là semble s'intéresser aux animaux qui viennent boire. Pour cette fois, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le crocodile essaie simplement d'attraper un poisson. C'est manqué, et il n'insiste pas. Il se laisse plutôt guider par d'autres vibrations dans l'eau. Cela vient d'un peu plus bas sur la rivière, par-delà le groupe d'hippopotames. Et c'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit, d'un festin d'hippopotames. L'occasion est rare. Et c'est plus rare encore de pouvoir manger un congénère. Par nature, les crocodiles ne sont pas anthropophages. C'est plutôt par réflexe qu'ils s'en sont pris à un cadavre qui dérivait. Les crocodiles peuvent venir à bout des peaux les plus coriaces. Pourtant, ils n'ont ni incisives pour découper leurs victimes, ni molaires pour mâcher. Ce qui les contraint à cette technique très particulière. Ils tournent sur eux-mêmes avec la proie fermement tenue entre les mâchoires. Parfois, ils s'y mettent à deux. Objectif, finir par détacher un morceau. Le crocodile peut compter ensuite sur son estomac surpuissant pour le digérer. Et ça marche, même avec les os ou la peau. Ces animaux peuvent s'éviter les digestions laborieuses en se nourrissant de poissons. Quand les os le permettent, c'est l'essentiel de leur régime alimentaire. Si le crocodile écrase ce gros poisson-chat avant de l'avaler, c'est surtout pour lui ôter toute chance de s'échapper. D'ordinaire, ces grands reptiles sont des adeptes inconditionnels des berges en pente douce. C'est le terrain idéal pour poser leur ventre lourd porté par des pattes courtes. Ils aiment les rives plates, les bancs sablonneux, où ils peuvent s'avachir et lézarder. Comble du bonheur, garder une partie du corps dans l'eau pour s'assurer un retour sans effort dans la rivière.
cet énorme individu de près de 5 mètres a fait tout le contraire. Il s'est installé, on ne sait pourquoi, en hauteur, dans une partie rocheuse du cours d'eau. Il lui faudra beaucoup d'efforts pour redescendre ses 6 à 700 kilos dans les rapides. Ballotté par les remous, le crocodile n'est pas vraiment à sa place dans les eaux vives. Lui non plus n'est pas à sa place, du moins à celle où il aimerait être. Ce lion a commis une erreur. Il a commencé à manger le buffle qu'il a tué au bord de l'eau, et puis s'en est éloigné un peu pour dormir. Pour reprendre son repas, c'est problématique. La hiérarchie entre les mammifères prédateurs est clairement établie. Mais rien ne dit ce qu'il en est entre lion et crocodile. Alors, dans le doute, et compte tenu du nombre et des positions respectives, la prudence et la réserve sont de rigueur. Ce problème de concurrence ne se pose pas en amont. Des dizaines de cadavres de gnous qui n'ont pas réussi plus haut à traverser la rivière se sont échoués ici. Sur ces tonnes de viande plus ou moins avariées, des marabouts semblent monter la garde. Quand il y a des opportunités comme celle-là, la grande cigogne africaine est toujours au rendez-vous. Le marabout est souvent charognard, mais en fait, il est prêt à manger tout ce qu'il trouve. Pourquoi pas cette tortue? Aussitôt prise, aussitôt changée d'avis. Sans doute un peu trop compliqué comme repas. Ces oiseaux sont des partisans du moindre effort, et d'abord opportunistes. Si ça bouge, et si c'est pas trop gros, c'est une nourriture potentielle. Cette fois quand même, il se montre un peu présomptueux. C'est bien la première fois que le grand varan se fait attaquer par ces volatiles. Les marabouts prennent une large part à l'animation de la savane. Ce sont des artistes hors pair, avec une allure incroyable et de nombreux talents à leur arc. Lorsqu'ils sont perchés, ils font parfaitement l'oiseau sans tête. Ils peuvent aussi faire clown ou acrobate. Ce marabout, qui vole à son congénère l'intestin grêle d'une carcasse, finit par s'y emmêler les pattes. Pour éviter ce genre de mésaventure, le grand échassier peut délaisser l'exploitation des charognes et se tourner vers son autre grand domaine de prédilection, la pêche. Toute une colonie de marabouts a investi un bras de rivière qui s'assèche.
Ils ne sont pas les seuls à profiter de l'opportunité. Il y a là une formidable variété d'oiseaux pêcheurs. Mais surtout des cigognes, de toutes sortes. Rarement on a pu observer ainsi en un seul endroit un tel échantillon de cigognes africaines. Mis à part les marabouts, il y a des cigognes noires avec leur bec rouge. Des cigognes épiscopales. Des ibis tantales au bec jaune qui, en dépit de leur nom, sont bien des cigognes. Il y a aussi l'autre géant de la famille, le jabiru avec son bec magnifique, 1,50 m de haut. Il est presque aussi grand que le marabout. Malgré ses couleurs ternes, celui-là aussi est un jabiru, mais un jeune, qui n'a encore ni son bec, ni son beau plumage d'adulte. La pêche bat son plein. L'étonnant, c'est que la scène est incroyablement silencieuse, mis à part les bruits de clapotis. On n'entend pas un cri. En vérité, toutes ces cigognes sont quasiment muettes, incapables d'émettre un son, sauf en période de reproduction où elles craquettent un peu. Même dans l'euphorie de l'aubaine, les oiseaux respectent une règle. Disposer toujours le poisson, tête en avant, pour qu'il glisse mieux quand il l'avale. La pêche est vraiment miraculeuse et, un peu à la fois, les cigognes se font difficiles. Elles laissent tomber les poissons morts et s'assurent désormais que chacune de leurs prises est bien vivante. Quand ils sont rassasiés, les grands oiseaux se posent en pliant les pattes de façon étonnante. On a l'impression que leurs genoux fonctionnent à l'envers. C'est parce qu'on fait erreur sur la structure de leurs pattes. Cette articulation coudée, ce n'est pas celle du genou, mais celle de la cheville. Autre curiosité chez ces cigognes, la couleur de leurs pattes. Elle est tantôt rose et tantôt blanche. Au naturel, elle est rose. Mais ces oiseaux pratiquent l'urohydrose, un mot savant pour désigner une drôle d'habitude. Ils libèrent leur fiente liquide sur les parties écailleuses de leurs pattes. Elles se couvrent ainsi d'une sorte de croûte blanchâtre qui les protège de la chaleur. L'assèchement des points d'eau n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Cet hippopotame est mort, faute de trouver une mare assez profonde pour pouvoir s'immerger complètement. Il y a dans la savane des cycles inéluctables et prévisibles. Une carcasse attire toujours les vautours. Et les vautours finissent toujours, à un moment ou un autre, par se retrouver en conflit avec d'autres charognards. Mais il existe d'autres phénomènes immuables qui, eux, sont beaucoup plus secrets.
Des babouins, curieux et opportunistes comme à l'habitude, s'intéressent à d'étranges carapaces accrochées ici et là sur le tronc. Ce sont des exuvies, l'enveloppe abandonnée par des insectes lorsqu'ils ont fini d'opérer leur mue. La forme de ces membranes séchées, pourtant précises et quasi intactes, ne permet pas d'identifier spontanément l'animal qu'elles ont abrité. Tout a commencé dans le sol, au pied du tronc. Après plusieurs années de vie larvaire, les nymphes sont sorties de terre et elles sont parties à la conquête de l'arbre. L'objectif de cette vie au grand jour, c'est d'opérer la mue ultime. Il suffira alors d'abandonner sa carapace pour se transformer enfin en cigale et se mettre à chanter. La sécheresse, qui s'accentue et réduit les ressources, est devenue difficile à vivre pour les animaux en quête de nourriture et d'eau. Chacun se débrouille comme il peut. Ces phacochères se servent de leur groin comme d'une pelle pour creuser le sable de la rivière et atteindre enfin de quoi boire. Ce babouin s'est résolu à manger un vieux morceau de cacté. Il est coriace et complètement déshydraté, mais c'est toujours ça. Se contenter de ce qu'on trouve. Mais tous les babouins n'ont pas cette sagesse, et certains en viennent même à transgresser les règles. Entre ces singes et ces gazelles, il y a une longue tradition de bonne entente. On se côtoie en confiance, parce qu'on n'a pas de vrai motif de se méfier l'un de l'autre. Sauf quand le stress lié au manque de nourriture conduit à un comportement extrême. Ce gros mâle affamé s'est saisi d'une petite gazelle et il la mange. Cette girafe, elle, n'est pas devenue carnivore. Elle n'a pas non plus adopté le régime des hyènes et des chacals. Pourtant, force est de constater qu'elle est en train de mâcher un os. Elle l'a trouvé au sol. Ce sont les restes d'une carcasse. C'est un comportement qui ne s'observe qu'au plus dur de la saison sèche, quand la girafe est en manque nutritionnel. Elle ne trouve plus, dans le feuillage qu'elle absorbe, le calcium et le phosphore dont elle a besoin. Alors elle mâchouille des os, jusqu'à leur faire rendre dans sa salive les nutriments qu'ils contiennent. Le risque, c'est d'avaler d'un coup un long morceau qui pourrait la blesser. Mais
Sa langue de 50 cm qu'elle manipule avec dextérité lui permet de régurgiter à temps les morceaux de tibia ou de fémur. La nature offre le plus souvent assez de ressources pour régler d'une façon ou d'une autre les questions alimentaires. Le vrai problème, c'est l'eau. Même les oiseaux adaptés aux conditions arides comme le serpentaire sont contraints de boire régulièrement. Sans se laisser déconcentrer par la nuée, le grand rapace s'abreuve avec une élégance et une technique impeccables. Flexion, extension. D'un côté, beaucoup d'oiseaux autour de la mare. De l'autre, beaucoup de poissons prisonniers à l'intérieur d'un lac qui se réduit désormais à une grande flaque. Il ne reste plus que des poissons de grande taille. Les autres ont déjà été mangés par les oiseaux pêcheurs. Les derniers survivants pèsent souvent plusieurs kilos, de quoi laisser perplexe le héron. Là où il reste un peu d'eau, elle manque d'oxygène. Elle est boueuse ou pleine d'algues. Il faut s'en contenter en attendant la pluie. Elle arrive d'un coup comme un miracle pour remettre dans le paysage du vert et de la vie. Surgis d'on ne sait où, les millipèdes partent à la conquête du sol mouillé. Le vanneau armé doit s'accommoder des caprices de sa nichée. Ce petit aimerait s'abriter, mais la place est déjà prise et on ne se pousse pas pour l'accueillir. Pour le petit vanneau exclu, la solution viendra tout simplement quand la pluie cessera de tomber. L'humidité a fait aussi sortir les tortues. Celle-ci est une tortue léopard, un nom qui lui vient à l'évidence du motif de sa carapace. C'est une grosse tortue herbivore. Quand elle est adulte, elle finit par atteindre une 50aine de centimètres et à peser plus de 20 kilos. Les jeunes sont beaucoup plus petites. Alors on mettra sur le compte de la jeunesse le comportement complètement imprévisible de ces 3 spécimens qui se lancent d'un coup dans une sorte de course infernale. Il pourrait s'agir de 2 jeunes mâles en compétition à la poursuite d'une femelle. L'heure est à la fantaisie. Le vanneau à tête blanche arbore fièrement ses longues caroncules jaunes. Et le canard à bosse l'excroissance qu'il a sur le bec. D'autres se distinguent par leur comportement inattendu et cruel.
Dans la héronnière, la période des naissances est déjà bien avancée. Certains jeunes commencent même à essayer de voler un peu. On voit d'emblée que les petits ne sont pas tendres, que c'est un peu animé quand leurs parents ramènent du poisson. Mais on n'imagine pas à quel point peut s'exprimer la concurrence. Pour l'éviter, ce petit vient tout simplement de tuer son frère. Maman se charge de faire le nettoyage en mangeant le cadavre de son petit. Par chance, il y a dans la savane des moments plus tendres, y compris chez des espèces auxquelles on ne penserait pas. Ces deux limaces qui s'enlacent langoureusement à n'en plus finir sont en train de préparer leur descendance. Elles sont hermaphrodites et doivent mêler aussi bien que possible leurs sécrétions pour se fertiliser. Depuis que les plans d'eau se sont remplis, les hippopotames sont beaucoup plus détendus. Celui-là est même carrément joueur. C'est rare chez ces animaux au comportement tantôt apathique, tantôt ombrageux. Il s'amuse avec une branche qu'il manipule plus ou moins volontairement en marchant sur un tronc mort immergé. Dans le marais, le son des hippopotames se mêle au chant insolite d'un des batraciens les plus spectaculaires d'Afrique, la grenouille taureau. Juste après les fortes pluies, les grenouilles taureaux qui ont passé toute la saison sèche dans leur terrier se sont précipitées vers les mares pour se reproduire. Les mâles qui peuvent peser plus d'1 kilo sont beaucoup plus gros que leurs partenaires. Ce sont les individus les plus forts, les dominants, qui ont le plus de succès auprès des femelles. La compétition est rude, car les mâles manifestent un comportement territorial très agressif. Ils essaient sans cesse de chasser leurs rivaux, et ils n'hésiteront pas à les blesser ou même à les tuer. Le combat qui se mène juste à côté est tout en dissuasion et en esquive. Ce couple d'aigles pêcheurs se fait harceler par des vanneaux, et ce pour une raison qu'il ignore. En fait, les rapaces se sont posés sans le savoir, juste à côté de l'endroit où les vanneaux ont déposé leurs œufs. Le manège des oiseaux est suivi avec intérêt par cette tortue aux griffes acérées. C'est une thérapine,
une espèce aquatique qui adore paresser au soleil sur les rochers. Chez ces tortues, les femelles sont plus grandes que les mâles. Leur carapace peut mesurer plus de 50 cm. Elle pèse près de 7 kg. Au fil du jour, elles alternent le repos au sec et la plongée. Cette tortue se nourrit essentiellement dans l'eau, où elle trouve escargots, petits poissons, crabes, grenouilles. Celle-ci remue le fond à la recherche de matière en décomposition laissée par les crocodiles, l'un de ses principaux prédateurs. Mais c'est auprès des buffles que la thérapine se distingue par une pratique alimentaire originale. Elle leur mange les tiques sur le dos. Les bestioles sont souvent un peu hautes et peu accessibles, mais les tortues ne se découragent pas et elles font montre de patience. Il y aura bien un moment quelques tiques enfin à leur niveau. Il leur suffit d'attendre que le buffle bouge un peu. L'exercice est sans risque, car le bovidé apprécie ses assistants qui participent à son hygiène. Il y en a d'autres qui sont plus connus, comme les pique-bœufs, qui nettoient non seulement les buffles, mais une belle diversité de mammifères. Le service est réel, parce que chez tous ces animaux, cela gratte et cela démange un peu partout. Pour se gratter ici ou là, les animaux mettent à profit tout ce qui est disponible. Des troncs, des branchages ou des rochers. Pour se nettoyer, les oiseaux utilisent paradoxalement la poussière. Non seulement le nuage chasse les parasites, mais surtout, elle absorbe l'excès de sébum de leurs plumes. Le ratel se gratte, lui, de façon très classique et très efficace, grâce à ses longues griffes. Au chapitre des accessoires de toilette et d'hygiène, il y en a un très important chez les herbivores. C'est la queue. Elle nettoie plus ou moins bien une partie intime des individus, mais permet surtout d'en chasser les mouches qu'elle attire. On voit parfois des animaux dont la queue est tronquée, coupée plus ou moins haut, comme chez cette girafe. Ce vieux mâle présente aussi d'anciennes cicatrices. Ce ne sont pas les marques d'une attaque de prédateurs, mais les conséquences de ses affrontements avec d'autres mâles de son espèce.
Dans ce groupe de babouins, plusieurs individus ont la queue coupée. Compte tenu de la berge qu'ils fréquentent et de la multitude de crocodiles qu'on y trouve, on sera tenté par le rapprochement. Ici, la proximité entre les sauriens et les singes est très grande et l'habitude de côtoyer les crocodiles peut conduire à l'imprudence. Même un petit crocodile de cette taille peut abîmer une queue. Il arrive au crocodile de croquer un babouin, mais les grands reptiles ne sont pour rien dans ces mutilations. Les singes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et à leur goût pour la bagarre. Ce sont souvent de simples chahuts auxquels ils s'adonnent dès le plus jeune âge. Quand ils grandissent, les affrontements deviennent plus spectaculaires, au point qu'on se demande s'il s'agit encore d'un jeu. Celui-là répond par une pirouette. Avec leur vie acrobatique, les babouins se blessent parfois tout seuls. Mais les lésions majeures sont souvent occasionnées volontairement par les mâles dominants. Alors que ce petit groupe vaque paisiblement à ses occupations, il connaît d'un coup une véritable panique. Le mâle énorme qui règne sur la troupe a décidé de faire une démonstration de force. Il s'énerve sur tout le monde, sur les jeunes mâles concurrents, mais aussi des mères avec leurs petits. Il fait régner une véritable terreur. La crainte est justifiée si l'on voit les blessures qu'il a déjà infligées à ce membre de sa troupe. Même quand la lutte est silencieuse, presque paisible, codifiée, elle peut s'avérer très dangereuse. Dans cette épreuve de force, ni l'un ni l'autre ne veut céder. La poussée est extrême à la pointe de la corne. Elle fait pression sur la peau, mais on est à quelques centimètres de l'œil. Les conflits sont inhérents à la vie de tous les groupes, mais dans la plupart des sociétés animales, les combats sont ritualisés. Autrement dit, le risque est limité. Quand cela tourne mal, on y perd une corne. C'est indolore, sans incidence sur l'état de santé, mais ce n'est pas sans conséquence. C'est souvent la fin de tout un pan de la vie sociale. Il n'y a pas une femelle dans la savane qui se laissera séduire par un mâle auquel il manquerait la moitié de sa couronne. Mais une vraie blessure, ou même juste une patte cassée, et c'est souvent la mort à court terme. Parce qu'on a du mal à se déplacer, on a du mal à se nourrir, et on est repéré par les prédateurs.
Si la plaie est ouverte, on risque la gangrène. Résultat, mis à part une mangouste borgne, on ne voit quasiment pas d'animaux mutilés ou qui présentent un handicap. Les singes font exception. Dans chaque groupe, ou presque, il y a des blessés, des plaies ouvertes, des amputés d'une main ou d'une partie de la jambe. Si les babouins s'en tirent plutôt bien avec ces handicaps, c'est d'abord qu'ils ont 4 membres très opérationnels. Quand il en reste 3 en état de fonctionnement, le singe se débrouille. Le salut vient aussi et surtout du comportement des autres. La mère maintient le lien avec son jeune. Elle profite de l'attitude bienveillante du groupe qui ne l'a pas exclue et l'accepte comme elle est. Pour les mêmes raisons, un vervet auquel il manque la moitié d'un bras peut gérer correctement son quotidien. Mais cet animal est né en pleine santé, tandis que ceux qui viennent au monde avec des handicaps n'ont aucune chance de survie. D'où le caractère exceptionnel d'une rencontre avec ce petit vervet mal formé. Chaque espèce se définit par des caractéristiques morphologiques communes à tous ces individus. Une sorte de standard dont quelques-uns s'écartent de façon plus ou moins spectaculaire. Ce peut être une simple question de pelage. La norme chez le koudou, ce sont des rayures sur la robe. Cette femelle se distingue par un motif original avec quelques taches. Autre exemple avec un phacochère. Il a d'ordinaire quelques longs poils hirsutes qui lui tombent sur l'encolure. Mais celui-là est doté d'une étonnante crinière blonde. Cet individu est reconnaissable entre mille. Les autres cochons africains n'ont pas cette allure de poney improbable. Quand ils n'ont pas de particularité évidente, les individus sont difficiles à identifier d'un coup d'œil. C'est vrai pour les zèbres, qui pourtant ont tous une robe qui leur est propre. Les rayures sont plus ou moins larges et dessinées toujours différemment. Elles sont même parfois ombrées. Mais il y a une constante. On les retrouve sur tout le corps de l'animal, et notamment sur les pattes et sur la croupe. Mais en voilà qui échappent à la règle. Ce sont des individus très rares. Il leur manque des rayures. Les motifs sont clairement atténués, voire complètement gommés sur leur train arrière. Ils sont pourtant de la même espèce que les autres. Ce sont des zèbres de Burchell, des zèbres de plaine. Pour les spécialistes,
Ils font penser inévitablement au quagga, une espèce complètement éteinte depuis la fin du XIXe siècle. Le quagga n'avait des rayures franches que sur le cou et sur la tête. Elles s'estompaient ensuite jusqu'à disparaître complètement sur l'arrière de l'animal. Les recherches récentes ont prouvé que le quagga n'était pas une espèce séparée, mais un rameau issu du zèbre des plaines. Si cela présente moins de rayures que les autres, c'est qu'ils ont dans les gènes ce trait commun avec leur lointain ancêtre. C'est aussi sur le compte de l'exception génétique qu'il faut mettre la rencontre avec cet animal très spécial. Cette petite gazelle presque noire n'apparaît nulle part dans la longue liste des antilopes africaines. Et pourtant elles sont nombreuses. On en dénombre 75 et certaines sont peu communes. Pour tenter d'identifier cette espèce, on peut déjà se référer à sa taille. C'est une gazelle de taille moyenne qui doit faire une trentaine de kilos et mesurer 80 cm à l'épaule. On peut aussi observer ses cornes et regarder ce qu'elle mange. Ici, elle se nourrit de fleurs d'acacia. Et c'est aussi ce que mange, à quelques mètres de là, une autre gazelle sensiblement de même taille et de même allure. Celle-ci, cette fois, est bien connue. C'est un springbok. Elle a aussi les oreilles pointues, mais la couleur de la robe et la forme des cornes n'ont rien à voir. Pourtant, c'est la même espèce, mais il est vrai dans une version insolite. C'est un spécimen atteint de mélanisme, autrement dit, dont le pelage a viré au noir. Quant aux cornes, si elles sont beaucoup plus fines, c'est simplement parce que l'animal est plus jeune. Derrière son air de répéter toujours les mêmes séquences, des comportements prévisibles, des situations attendues. La savane sait encore nous surprendre par la majesté impressionnante de quelques individus hors normes, par les rythmes et la fantaisie des petits animaux, parce qu'on peut y admirer une grande diversité d'insectes. Constatez que les babouins aussi ont le hoquet et que les girafes peuvent parfois s'asseoir. En vérité, on peut voir les hyènes ailleurs que sur les charognes, celles-ci fêtent en jouant le lever du jour. Et comme c'est la saison des amours, voilà le spectacle insolite de Monsieur et Madame Autruche qui s'accouplent de façon un peu gauche et sans pudeur.